Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Voilà, on va encore apprendre plein de choses avec notre invité Marc-André Camel, associé de Bain & Company. Bonjour. Bonjour. Alors c'est cette étude sur le luxe dans le monde, le luxe qui retrouve déjà ses niveaux d'avant-crise, alors qu'on pensait que ça serait l'an prochain. C'est déjà le cas, plus 1% par rapport aux meilleurs chiffres de 2019. Une industrie du luxe qui va encore exploser dans les années futures. On est à 283 milliards aujourd'hui de chiffre d'affaires, on va être à 350, 360 en 2025. En 2025. Mais c'est dingue. Et évidemment, heureusement, c'est une industrie sur laquelle on est très bien positionné avec nos grands groupes, nos calls. Et donc, c'est très intéressant votre étude, parce qu'au-delà de dire que voilà, ça continue à exploser, elle montre pourquoi ça explose, notamment l'émergence d'une nouvelle classe moyenne qui se situe où ? Alors, il y a eu cette année 30% de nouveaux consommateurs dans l'industrie du luxe, qui représentent 25% des ventes. 30% de nouveaux consommateurs ? Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est et donc la plupart de ces consommateurs sont des consommateurs de la classe moyenne, et en particulier en Chine, mais pas qu'en Chine. Il y a aussi l'ouverture du marché du luxe aux États-Unis, à ce qu'on appelle les villes intermédiaires. Ce sont des grandes villes, mais qui ne sont pas les mégalopoles habituelles. C'est pas New York, c'est pas Los Angeles, absolument. Et c'est Denver, ce sont ce genre de villes. Et en fait, on voit les deux poumons du marché du luxe en ce moment, c'est la Chine, c'est 60 milliards de ventes. Il y a eu un doublement des ventes locales de luxe en Chine, et ce sont les États-Unis qui... Parce que les Chinois ne pouvaient plus voyager, notamment. Hein. Ils ne pouvaient plus voyager, il y a eu un rapatriement des ventes en Chine. Ouais. Alors, ils ont perdu... Terminer les queues à la sortie d'Hermès par les Chinois, ils peuvent acheter directement leur sac là-bas. On espère que ça reviendra, mais l'hypothèse, c'est que le tourisme chinois reviendra en Europe vers 2024 et en Asie probablement 2023. Mais entre-temps, le marché chinois local a doublé, et aux États-Unis, on a eu une croissance très très forte locale qui a plus que compensé la perte des touristes. Et le marché américain reste le premier marché du luxe mondial avec 89 milliards d'euros. 31% du marché. De chiffre, 31% du marché. C'était déjà le cas, c'était déjà le premier marché du monde, mais on s'attendait à ce que la Chine rattrape les États-Unis très très vite. Ça va se passer, mais ça se passera dans quelques années. Les jeunes sont aussi très acteurs de cette très forte croissance du luxe dans le monde. Oui, on voit une bascule en fait qu'on avait déjà commencé à percevoir les années précédentes, mais dans cette 20e édition de notre étude Bain, on voit que les générations qu'on appelle Y et Z, donc les millennials en fait, prennent de plus en plus de place dans les ventes. On prévoit qu'en 2025, ils seront 70% du marché. Et pourtant, c'est peut-être que je fais des fausses idées, mais c'est une génération, notamment les Z, qui est très sensible à l'environnement, à l'impact, et ça aurait pu être un problème pour les marques de luxe qui sont accusées aussi, notamment avec la mode, d'être une des sources d'émissions carbone assez fortes. Et puis, comment les marques de luxe arrivent à passer au-dessus de cet écueil ou cette difficulté ? Écoutez, je pense que c'est le challenge des marques de luxe pour la décennie qui vient. C'est un challenge qui n'a pas encore été complètement réglé. Et pourquoi c'est un challenge ? Parce que les jeunes de la génération Z, en particulier, ont des attentes plus élevées que leurs aînés. Ouais. Ils attendent plus de personnalisation. Donc, reconnaissez-moi, comprenez ce que moi j'attends et servez mes attentes. Ils attendent une voix plus forte sur les problématiques sociales, et ils attendent plus de présence dans le développement durable pour les marques. Et donc ça va forcer les marques à réagir, d'autant plus que cette génération Z n'a plus les mêmes comportements d'achat que les générations antérieures. Ils sont plus intéressés par l'usage que par l'achat et la propriété d'un produit. Et ça force à réfléchir. Mais alors justement, est-ce que cette étude inclut la seconde main qui prend une place prépondérante même dans le luxe ? Parce que justement, les jeunes, ils auraient plutôt tendance à aller vers cela. En l'occurrence, vos chiffres à vous ne prennent pas la seconde main. Alors on évalue la seconde main. On évalue la seconde main, c'est-à-dire qu'il y a 283 milliards qui sont les ventes du luxe au total dans le monde. Oui. Et à côté de ça, on est en train de suivre l'émergence très forte en fait du marché de la seconde main. Vous évaluez à combien ? 33 milliards d'euros cette année. Quand même, c'est-à-dire un doublement en 2 ans en fait de ce que c'était. Et ce doublement, il vient à la fois d'une demande plus forte de produits de deuxième main, mais surtout d'une offre plus forte. Il existe aujourd'hui plus de sites, plus de
sûr. Plus d'offres. Mais du coup, comment on gère, quand on est une marque de luxe, cette émergence du marché de la seconde main? Ça, c'est aussi une des questions de la prochaine décennie. C'est comment ne pas perdre en fait sa place dans un marché que les consommateurs attendent et veulent. Et comment suivre les consommateurs qui vous échappent parce que grâce à la blockchain, on peut y remédier. Hein, on a eu des startups qui développent ça. Comment effectivement on garde le contact? C'est si important. Personnalisé avec le consommateur, alors qu'il n'a pas acheté chez vous, mais il a acheté à un autre consommateur. Absolument, et comment vous protégez surtout la force de la marque et les actifs de la marque, en fait. On rappelle juste que vous distinguez les produits de luxe des expériences de luxe, les expériences qui, elles, n'ont pas encore totalement retrouvé leur niveau d'avant-crise, c'est l'hôtellerie et la restauration. Et du coup, on comprend bien pourquoi, à cause du contexte. Absolument. Oui, vous avez raison, parce que le marché total du luxe, quand on prend toutes les catégories de produits et de services confondus, c'est plus de 1140 milliards d'euros. Oui. Les produits personnels de luxe, c'est-à-dire l'habillement, la joaillerie, la beauté et les accessoires, c'est 283 milliards. Voilà. Et puis ce matin, évidemment, on parlait de ce peut-être rumeur de marché, en tout cas l'entrée au capital de Richemont de fonds activistes qui pourraient essayer de déverrouiller le groupe familial et puis peut-être de le marier à Kering. Ça serait une manière de Cartier, Gucci, c'est faire pièce à LVMH, Tiffany? Moi, je ne veux pas commenter sur Richemont Kering et le rôle des activistes, mais en fait, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est l'importance de la taille. Des effets d'échelle, y compris dans le marché du luxe. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les besoins en investissement, ils ne font qu'augmenter. Investissement en technologie, investissement en innovation, investissement dans toute la partie marketing, les coûts marketing augmentent. Et donc, on voit que l'échelle est importante. Au passage, d'ailleurs, dans notre échantillon de marques que nous suivons régulièrement, on s'aperçoit que les très grandes marques de luxe, celles qui pèsent en chiffre d'affaires plus d'un milliard et quelquefois plusieurs milliards en fait, elles représentent une part de plus en plus grande du marché. C'est 33%. Concentration. C'est de plus en plus de concentration. 33% contre 17% il y a quelques années. La taille moyenne de ces très grandes marques, c'est 18 fois la taille moyenne du luxe, d'une marque de luxe. Et c'était 7 fois seulement en 2000. Marc-André Camel, associé de Ben & Company. Merci pour ce décryptage. Merci à vous.